C'est le premier village en France, ambassadeur du don d'organes, au Froidcourt, près de Vittel. L'affiche depuis vendredi dernier aux entrées de la commune. Et tout a débuté par une belle histoire. Il y a 6 ans, mon mari était malade rénal, donc il a fallu une greffe. Donc après une multitude d'examens, nous étions compatibles. Donc nous avons été opérés et depuis porte mon rein. Donner l'un de ses reins, c'était une preuve d'amour à son mari, toujours aussi ému par le geste de son épouse. Moi, j'ai rien demandé, c'est mon épouse qui a demandé à la néphrologue, justement. Elle dit, mais moi, j'ai le droit de donner? Ben oui. On n'en avait jamais parlé avant. Donc, c'est parti comme ça. La maire de Froidcourt a su convaincre son conseil municipal de demander le label validé par le collectif d'associations Greffe Plus. Les automobilistes qui traversent le village seront donc sensibilisés à cette démarche vitale, car en France, si 70 000 personnes vivent avec un organe greffé, 27 000 sont sur liste d'attente et les refus persistent chez 40% des familles qui ont perdu un proche. Le Covid a également accentué la pénurie de greffons. Il y a beaucoup de personnes âgées qui n'aiment pas donner leurs yeux, tout du moins la cornée, pour des raisons notamment religieuses. L'idée de l'au-delà, de ne plus voir d'au-delà, c'est pas à discuter ni à juger, puisqu'ils veulent pas, mais ils peuvent donner tout le reste. Je veux dire, donc on peut toujours donner. Alors, pour favoriser le don d'organes, la loi introduit la notion de consentement présumé. Si on ne souhaite pas être donneur, il faut clairement exprimer son refus. Les dernières lois de bioéthique ont rappelé quelques principes importants, la gratuité du don, l'anonymat du don. Pour un mineur décédé, l'accord parental écrit est exigé. Le don d'organes, un sujet sensible dont on reparlera le 22 juin lors de la journée nationale dédiée. On pourra alors porter un ruban vert, symbole de l'importance de cet acte de générosité et signe de la gratitude exprimée au donneur. Le champ est en feu et il se propage à une forêt de résineux de pins dans la continuité du front de flamme. Arrivé sur place, il n'y a aucun incendie. Cet exercice fait partie de la formation au feu de forêt. Elle s'adresse aux équipes d'intervention et celles de commandement. Donc la forêt et le champ. La forêt et le champ. Allez, action. De jour comme de nuit, ici les 36 stagiaires découvrent les spécificités et les risques des interventions dans les bois. On protège ses yeux, on regarde autour de soi, on a des arbres qui sont morts, qui menacent de tomber. En avant! Chaque camion comprend 4 sapeurs-pompiers formant une petite équipe où chacun veille sur l'autre. Moi j'ai pas beaucoup d'expérience en forêt mais ouais c'est compliqué. C'est des serpettes, des tronçonneuses pour pouvoir faire une aller au contact du feu. Et on fait attention, on ne court pas, on va forcément marcher pour éviter le risque d'accident. Différents scénarios ont été imaginés allant de l'autoprotection à la défense d'habitations ou de relais téléphoniques. Dans la nature, en fait, on a des problématiques de ressources en eau. Mais il nous faut absolument beaucoup de dispositifs. On est dans un milieu qui est quand même particulièrement éprouvant, avec des tenues de protection qui sont lourdes. Ensuite, on est confronté à la fumée. Les flammes, des fois, on les voit quasiment arriver qu'au dernier moment. C'est quelque chose de très particulier à vivre. L'idée, c'est de ne pas être sur un format classique, en salle, théorique, un petit peu pratique dans le cours de la caserne. Là, c'est vraiment en conditions quasi réelles. On reste effectivement H24, on dort ensemble, on mange ensemble, on est en intervention ensemble. Maintenant, on attaque sur de la forêt, de résineux, du bois mort. Il faut faire attention que les cimes ne tombent pas sur les personnels. Un partenariat avec l'ONF doit permettre d'accélérer les signalements. L'État participe pour moitié au financement de 2 nouveaux véhicules. C'est important d'être en anticipation. On va d'ailleurs prochainement relayer une communication nationale parce que 90% des feux de forêt sont au départ liés à une activité humaine. Et je ne parle pas d'intention criminelle. Il peut s'agir de mauvais réflexes, il peut s'agir de négligence. On essaye d'être sérieux et sérieux ça veut dire se préparer. On va prendre les événements les uns après les autres. On espère que comme l'année dernière, avant la période de moisson, on aura 3-4 jours de pluie. Mais avant tout, le stage de préparation, il est quand même fait pour que nos sapeurs-pompiers au bois puissent intervenir dans les meilleures conditions dans l'Aube. Dans l'Aube, si les incendies lors des moissons restent majoritaires, en moyenne 10 feux de forêt sont recensés tous les ans. Près d'une quinzaine de pompiers interviennent en renfort, hors département, sur des durées de 10 à 20 jours.
Été comme hiver, Adeline part au travail à vélo. Coiffeuse à domicile, elle se déplace sur son 2 roues à assistance électrique chez ses clients avec tout son matériel. Là, j'ai ma valise avec tout mon matériel de coiffure qui me sert du coup de tabouret, de petites tablettes que je rajoute, donc tout est dedans. Et voilà mon bac à shampoing, voilà, qui se déplie, qui se met à la bonne hauteur. Bonjour Tiffany, comment ça va? Ça va et vous? Merci. Bien équipée, elle n'a plus qu'à s'installer. Je ramasse les cheveux quand je coupe. Tous les cheveux tombent dessus, je les ramasse et je les recycle. Je les envoie à une association Coiffeurs Justes qui les recycle pour la dépollution des mers. En maman de 3 enfants, c'est quand même beaucoup plus pratique que d'aller dans un salon. Et puis là, le fait qu'elle se déplace en vélo, il y a le côté quand même écologique, moins de pollution et puis c'est super rapide en fait finalement. Très bonne journée, à Merci, bientôt Tiffany. Au revoir. Au revoir. Maintenant, c'est reparti. On passe à la suivante. Adeline s'est mise à son compte il y a bientôt 1 an. Elle exerce à 2 km autour du jardin botanique de Montigny-les-Metz. Au-delà des aspects écologiques, aller au travail est pour elle un réel avantage. Puis la facilité de circulation, c'est vrai qu'en ville, avec toutes les pistes cyclables qu'il y a, donc c'est assez facile. Le stationnement est très facile aussi. Je dépose le vélo en général en bas de chez mes clients et c'est bon. Son vélo à assistance électrique lui a coûté 8 000 €, dont une aide de 1 000 € par le gouvernement. Plombiers, mécaniciens, livreurs, de plus en plus d'entrepreneurs se mettent en selle pour satisfaire leur clientèle. De l'or de l'Aube, c'est comme ça que Thomas et Clémence définissent leur bière 100% auboise. À Palis, les microbrasseries Tibor et Rouf se sont retrouvées et ont cuisiné une première bière unique pour cet été. Une deuxième sera disponible à la fin de la période estivale. Environ 1000 litres par bière seront produits. On avait envie de faire une collab, on en a fait une première il y a 4-5 ans, c'était pour un festival. Du coup, en fait, c'était que du fût. Et là, on a vraiment envie d'avoir du fût, de la bouteille, nos 2 noms côte à côte. Et donc, on a eu l'idée de faire 2 bières. La première, c'est une NEPA, donc une bière très houblonnée, brassée chez nous, avec le houblon local. Et la deuxième, donc c'est une bière du coup sans houblon, parce qu'à la brasserie, nous, on travaille pas trop les houblons et plus les épices et les aromates. Et donc là, on va faire une cervoise. Les 2 microbrasseries ont grandi ensemble. Cette collaboration reflète l'envie de se retrouver et de travailler côte à côte. Derrière ce partenariat se cache un premier message, consommer local. Ça permet de montrer qu'on n'est pas des concurrents mais plus des collègues en fait. L'intérêt principal c'est que les gens ils puissent bien boire, bien manger et que nous on aime bien leur faire des bonnes choses à bien boire et bien manger quoi. Là du coup il y a 50% de céréales qui viennent de la ferme du frère de Clémence, 50% de céréales qui viennent de notre ferme à nous. Après on prend du houblon au bois. Et on a fait malter dans la même malterie d'ailleurs à 2 heures d'ici à peu près. Cette collaboration, c'est aussi l'occasion d'alarmer sur la situation des microbrasseries menacées par la crise économique. D'après un rapport de Brasseurs de France, une brasserie sur 10 va fermer en 2023. toute la conjoncture fait que on a eu le Covid, on a eu les crises, etc. Les restos, les caves, souvent ferment, se revendent, etc. Augmentation des coûts, donc nous, on essaye d'éponger au maximum, mais il y a un moment, il faut qu'on le répercute aussi. Il y a l'augmentation du nombre de brasseries qui fait que, il y a un moment, il y a plus de bières produites que de demandes. Pour les brasseries, c'est compliqué parce qu'on a eu des énormes augmentations, mais pour le client final, c'est aussi quand ils ont 150 € de plus d'électricité par mois, ou même sur leurs courses, ils vont peut-être moins acheter de bière artisanale qui va coûter un peu plus cher. En fait, on est sur un produit qui est un produit plaisir, mais à la fois un produit de grande consommation, parce que en grande surface, la bière industrielle, ça coûte vraiment pas très cher. Et nous, comme on essaye de faire les choses bien, on peut pas se permettre d'avoir des prix comme la grande distribution. Actuellement, le département compte une dizaine de microbrasseries. En ce qui concerne les brasseries Tibor et Rouf, leur avenir est en danger. Ils espèrent que leur collaboration permettra de donner envie de consommer de la bière locale et artisanale. Elle marche seule, prête à avaler les kilomètres.
Muriel Bourbao est ultra-traileuse et s'est lancé le défi des Vosges 320 sur la distance à parcourir en 4 jours seulement à travers le massif. Un rythme soutenu avec très peu de pauses, elle nous l'explique ce mercredi à Saint-Nabord, son point de départ. Je vais découvrir, j'ai jamais fait aussi longtemps, donc pour le sommeil je vais voir. J'aurai peut-être besoin de dormir 2 heures d'affilée dans la 3e nuit. Parce qu'habituellement je fais des micro-siestes, donc je m'allonge sur le chemin et je dors 5 à 8 minutes en général, quand vraiment je ne peux plus garder les yeux ouverts et après je repars. On est avec toi Je vais essayer de la voir ce soir, en fonction de là où elle se trouve. Normalement ce sera en syndicat et puis à partir de demain soir, je vais la suivre avec ma fille en voiture de point en point. Donc elle va nous voir régulièrement, toutes les 2 heures à peu près. Pas de défi sportif pour vous? Moi, pas en ce moment, non, parce que je souffre d'une tendinite, mais sinon je courais avec elle, oui. Pas tout à fait la même distance, mais presque. Si elle a choisi Saint-Nabord, c'est parce que Muriel Bourbao est une habituée de l'Infernal Trail des Vosges. Plusieurs fois première féminine au classement de cette course de 200 km, elle encourage avec humilité les autres femmes à se lancer dans l'ultra-trail. Moi je suis une femme ordinaire, je n'aimais pas le sport, jusqu'à 25 ans j'en ai pas pratiqué du tout et oui je suis ordinaire. Je pense que n'importe quelle femme, si elle a le désir de faire des ultra-trails et qu'elle s'entraîne, elle peut tout à fait y arriver, il n'y a pas besoin d'avoir quoi que ce soit de spécial. Et puis progressivement, on ne commence pas par 300 km, on commence par des distances plus courtes, par 10, 30, 50, 100 et on progresse doucement. Voilà, donc j'ai encore, je sais plus, à peu près 1 kilomètre sur le bitume, après je tourne à droite et je suis sur les sentiers. Pas à pas, elle devrait cumuler 18 000 mètres de dénivelé positif, de Gérardmer à Veucou en passant par Rouge Gazon. Retour à Saint-Nabord prévu ce dimanche dans la matinée. Classée commune de montagne, Saint-Quirin, 700 habitants, s'étend sur 5300 hectares, dont 4800 hectares de forêt. Donc on traverse les Vosges pratiquement du nord au sud. Ici, bon, il y a une grande dominante de hêtres, mais dans la parcelle d'à côté, on voit que tout est mélangé. Vous avez vu déjà en haut, on a vu du mélèze, on a vu du cèdre de l'Atlas, du bouleau, du chêne, du hêtre, du sapin noir. Le club vosgien de Saint-Quirin entretient et gère plus de 360 km de sentiers balisés. Le point le plus bas du village est 300 mètres d'altitude, au plus haut, au Donon, on est à 1000 mètres, grosso modo. Les petits circuits familiaux qui font 4-5 km, il n'y a pas un fort dénivelé. On reste en périphérie du village, c'est souple, c'est doux, c'est vraiment pour les familles. Et puis il y a des randonnées plus grandes, au fort dénivelé. On peut vraiment composer ici des petites, des moyennes et des grandes balades. Véritable porte d'entrée du massif vosgien, ce territoire boisé a déjà conquis le cœur de ces randonneurs qui découvrent le secteur pour la première fois. J'ai l'habitude de faire des randonnées et puis ça me permet de découvrir la région. Ce que j'aime, c'est donc le village et puis le dénivelé qu'apporte la montagne, puisqu'il y a un gros dénivelé à Saint-Quirin et de beaux paysages très boisés avec une belle végétation. Tout à l'heure nous en parlions pour revenir, pour profiter d'un resto, de balades dans la nature. Et puis en plus, si on a le soleil comme aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait formidable. Pas de doute, tous les chemins mènent à Saint-Quirin. La commune confirme petit à petit son statut de vitrine de la randonnée de la Moselle. C'est la Haute-Chapelle à Saint-Quirin.